content de vous avoir ce soir pour cette belle projection de Climax. Gaspard Noé était déjà venu au festival, donc le festival Hallucination Collective, pour ceux qui ne savent pas, qui a lieu tous les ans au Comédia le week-end de Pâques. Il était venu en 2010 présenter Enter the Void. On avait passé Love, son précédent film, juste après, enfin quelques années plus tard. Et là, on est très content ce soir de faire une belle projection de Climax en sa présence. Le film sortira le 19 septembre grâce à Wellman Distribution. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez beaucoup aimé le film. On remercie beaucoup le Comédia d'avoir permis cette projection aujourd'hui. Et on ne va pas tarder plus longtemps, parce qu'après Gaspard reviendra pour un Q&A. Je vous demande de l'applaudir très très fort, Gaspard Noé. Vous allez voir un film fier d'être français bientôt. Trop heureux que Strauss Serpent ait fait une performance et qu'il puisse voir enfin le film pour la première fois, dans lequel il a un des personnages les plus terrifiants ou les plus inspirants, ou ce que vous voudrez. Mais voilà, le film a été tourné super vite, il a été conçu super vite, tourné super vite, post-produit super vite. Et en ce moment, on l'a conçu et que le film il a été montré à Cannes, il s'était passé 4 mois et demi. Voilà. En général, quand une grossesse, ça prend 9 mois. Alors, quand on m'a envoyé le film à Cannes, on n'en croyait pas nos yeux, ni le producteur, ni le directeur de prod, ni moi. Voilà. Et je suis heureux qu'il sorte enfin en salle. Ce sera plus facile de parler du film après, pour les questions-réponses, qu'avant. Et voilà, amusez-vous bien. Profitez bien du spectacle, vous allez en prendre plein la tronche. Et on se voit juste après. Et si vous voyez un enfant sur l'écran, essayez de le protéger. Merci à vous, à tout à l'heure. Initialement, je me suis dit, ça ferait une bonne intro pour le film. Et une fois qu'on avait monté, c'était avec des bandes noires à droite et à gauche, parce qu'à l'époque, les images vidéo, elles n'étaient pas au format 16 neuvième, elles étaient au format 4 tiers, comme les télés de l'époque. Et je me suis dit, c'est joli, mais il y a un truc qui manque, Et après, une fois que le film était fini, je me suis dit, ce serait trop drôle qu'on le mette dans une télé avec toutes les références de films, de bouquins que je lisais en 95. Et du coup, j'étais pioché dans mes malles où j'avais encore des VHS auxquels j'étais attaché émotionnellement. J'évitais les films américains par principe, parce qu'après, on va pas mettre des films américains, après dire un film français fier de l'être. Du coup, à part Eraserhead, qui en VHS s'appelait Labyrinth Man, il n'y a que des films européens. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais prendre que des auteurs européens aussi. Et voilà, il y a de tout. Il y a des films qui ont un lien, comme Suspiria d'Argento, qui se passe dans une école de jeunes danseuses. Il y a Querelle de Fassbinder, parce que c'est les dialogues le plus orduriers de tous les temps. Ça parle de cul, de bite, de sodomie dans tous les sens du terme. Et je me suis dit, tiens, le film, c'est ce vocabulaire-là, je ne l'ai jamais retrouvé depuis dans le cinéma. Et il y a des films comme La Maman, la putain, que je revois sans cesse, qui n'est jamais sorti en VHS en France, mais qui est sorti que dans une version anglaise, et j'avais la VHS anglaise. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est tous les films qui montrent une certaine liberté d'expression cinématographique, ou littéraire, ou autre, qu'on trouvait dans les années 70, 80, 90. Et voilà, il y a des réalisateurs, des fois, à la fin d'un film, dédient le film à tous les auteurs qui les ont inspirés. Il y en a plein d'autres qui sont pas présents, mais je me suis dit, tiens, c'est un peu ce qui était mon univers cinéphilique, littéraire de l'époque. Et il y a même une cassette de Harakiri Vidéo, ils sont édités que de cassettes. Et moi, je suis arrivé en France en 77. Et je crois que la personne qui m'a le plus fait aimer ce pays, c'est le professeur Choron. Et j'ai acheté le magazine Harakiri tous les mois, et je me suis dit, voilà, un pays libre où on peut rire de tout, etc. Est-ce que tu t'es fait peur? Je me sens, c'est comme si j'étais dans un autre univers. C'est pour la première fois que je me présente dans un film, et pour la première fois aussi que je visionne le film. Donc, pour moi, c'était une belle expérience. Il faut dire que Strauss, quand on faisait le casting, ça s'est fait super vite, ça dure un mois. J'ai rencontré plein de gens qui faisaient du walking, du crump et d'autres danses qu'on appelle de rue à Paris. Et comme ça, à un moment, il y avait une danse que j'avais vue, une danse africaine. Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un à Paris qui peut faire une danse qui était totalement psychotique? Et on n'a pas trouvé, mais on avait rencontré un chorégraphe qui travaillait en France, d'origine africaine.
Et il disait non, je connais personne qui fait cette danse, je sais pas comment elle s'appelle. Mais on l'avait rencontré pour ça, et j'ai dit mais c'est quoi le danseur le plus étrange que t'aies vu de ta vie? Il dit il y a un mec qui est passé à la télé au Congo, regarde ça. Et puis on trouve l'émission de télé au Congo, il me montre, et puis j'ai été bouche bée, et mon assistante a dit je sors la pièce, il est parti en courant, etc. Et du coup je montrais à plein de gens, et je me suis dit tiens, les images, les contorsions qu'il faisait avaient un tel impact sur toute mon équipe, même le producteur il est parti en courant dès que j'ai mis l'émission, et tu voyais les membres du jury de l'émission, comment s'appelait l'émission? L'African Incroyable Talent. Voilà, et du coup, effectivement, je me suis dit, putain, si je l'ai dans le film, ça va faire le même effet dans la salle, et du coup, je crois que lui, les Camerounais, il habitait au Congo à l'époque, et j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de le contacter? Et heureusement que maintenant, il y a des trucs, heureusement et malheureusement, mais pour ce cas-ci, heureusement, qu'il y a des trucs comme Facebook, Instagram qui existent, et on a réussi à le contacter. Et j'ai dit, il faut absolument qu'il soit là dans 2 semaines, quand on tourne le film, une semaine, on ne savait pas, et du coup, il y avait des problèmes de visa, etc. Il est arrivé, genre, 2 jours avant le tournage, et il ne savait rien sur le film, et je crois que c'est la première fois qu'il venait en France ou en Occident, etc. Et du coup, en plus, pour se retrouver dans un film comme le mien, voilà, sans scénario, il dit mais qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète, on va tourner de manière chronologique pendant 3 semaines, on va s'amuser. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tous les danseurs se sont adoptés mutuellement. Lui en premier, effectivement, ils le regardaient tous, il dit bien c'est le plus fort d'entre tous. Et puis voilà. Il n'a pas pu venir à Cannes, mais il a pu voir le film ce soir. Ah oui. Je suis chanceux alors. Là déjà il n'y avait pas de scénario, ce qui m'arrive souvent quoi. Mais quand on a tourné Irréversible, il y avait 3 pages de scénario. Dans ce cas-ci, il y avait une intention, mais je me suis dit je ne vais jamais m'en sortir, à moins de tourner le film de manière chronologique. Et du coup on avait 15 jours pour le tourner, parce que j'avais raconté au producteur que j'allais faire un docu-fiction, que ça allait coûter vraiment pas cher, que du coup, voilà, moins de 2 millions, peut-être, et même les producteurs, ils ont dû mettre de l'argent de leur poche, ce qui n'arrive jamais dans le cinéma français ni étranger. Tout le monde va demander des aides ou déposer des scénarios à la télé. Et voilà, et du coup, ils ont mis les premiers rangs pour lancer le casting, pour trouver le décor, et 4 semaines plus tard on était en train de tourner. Je me suis dit il est très possible que vu que les danseurs venaient de différents groupes de danse, il est possible que des gens se prennent la tête entre eux, il est possible qu'il y ait des gens qui quittent le plateau au bout de 3 jours ou au bout de 10 jours. Et je me suis dit voilà, la seule manière de s'en sortir c'est de dire, ou que quelqu'un, même parce que comme ils font des danses très acrobatiques, que quelqu'un se fasse mal à la cheville ou se casse le genou, et je me suis dit voilà, s'il y a quelqu'un qui se casse le genou, bon, on lui met un plâtre, et puis pendant la deuxième moitié du film, il va avoir son plâtre. Et s'il y a quelqu'un qui se prend la tête et qui ne vient pas le lendemain, on dit ah voilà, il s'est échappé, et tous les gens disent oh, pourquoi il s'est échappé, est-ce qu'il va revenir? Et avec un peu de chance, on pouvait refaire un plan ultérieurement, mais voilà. Donc l'histoire s'est construite un peu comme ça, et je savais que je voulais faire des longs plans séquences, et après, on répétait pas. À part Sophia, qui avait déjà joué dans des films comme comédienne, et Soelia, qui est la fille qui se lacère, que pareil, j'ai rencontré 2 jours avant le tournage, qui avait fait le conservatoire et qui avait déjà joué dans des films. Tous les autres, c'était des danseurs, même le petit gamin, c'était un danseur, et je les ai pris pour leur talent de danseur, et je leur ai tous dit, écoutez, le film, il faut qu'on s'amuse, je vous mettrai jamais dans la bouche des dialogues que vous voulez pas dire. Je ne vous demanderai pas de faire des choses que vous n'avez pas envie ou dont vous ne serez pas fier de faire à l'écran. Et aussi, si vous avez des idées, s'il y a des gens que vous voulez embrasser ou frapper, etc., dites-le moi, et puis je vais proposer à l'autre, voir si ça marche ou pas. Et le film, c'est quand et je leur ai surtout dit, ne vous inquiétez pas, la première partie, elle est tranquille, vous allez danser au mieux de vous-même, mais la vraie partie, c'est la deuxième partie, il va falloir que vous fassiez les fous, et comme sur le plateau, les gens ne se droguaient pas, ils buvaient pas. J'en montrais plein de vidéos qu'on avait trouvées sur Internet, de gens explosés au LSD, au crack ou à d'autres substances diverses. Et du coup, effectivement, ça servait de base pour tout le monde, pour créer son personnage. J'aurais même proposé de trouver le nom de leur personnage. Sophia n'avait pas d'idée, et du coup, elle me dit, mets-moi le nom que tu veux. Et finalement, je lui dis, tiens, ma grand-mère s'appelait Selva, est-ce que ça te plaît? Elle me dit, oui, vas-y, c'est bon, je le prends. Et il y a...
Il y en a d'autres qui, je sais pas, qui voulaient s'appeler Rocco, ou Roquette, ou ceci ou cela, ou Charline, qui est une fille russe, elle dit moi je veux m'appeler Ivana. Je sais pas pourquoi Ivana, mais bon, ok, tu t'appelles Ivana. Et Strauss, il a dit moi je m'appelle Serpent, parce qu'il s'appelle Strauss Serpent, il dit très bien. Donc il y a quelques personnages dans le film qui portent leur vrai nom, mais je leur ai dit, attention, quand vous faites des interviews ou quand vous parlez, ça se passe en 95, donc il n'y a pas de portable, mais aussi il y a plein de musique ou de mouvements dont il ne faut pas parler parce que ça n'existait pas à l'époque. Et donc après chacun a composé son personnage comme il voulait, voilà. J'ai pas vraiment dirigé les acteurs, j'aime pas trop ça. Ah oui. Je préfère, c'est plutôt quand vous faites une fête. Et je faisais ça quand j'étais ado, je faisais venir tous mes copains de classe à 14 ans, 15 ans. Et j'étais le seul à proposer la sangria à tout le monde. Effectivement, après, c'était les parties les fêtes de l'après-midi. Et à 8h, 21h, ça, ils rentraient chez eux bourrés. Et après, mes parents recevaient des coups de fil des parents de mes copains de classe parce que mon fils est rentré bourré ou ma fille est rentrée bourrée. Mais voilà, j'ai découvert les joies collectives avec la sangria. Est-ce que Strauss, tu veux parler de ton travail avec Gaspard, justement, comment il t'a dirigé, Bon, je peux dire, au début, je me disais que c'était pas facile parce que j'ai jamais joué au film. Dans un monde de cinéma, c'était étrange pour moi. Mais je suis arrivé, il m'a dit, allez, vas-y, donne-toi à fond. J'ai pas d'idée à te donner, fais ce qu'on si c'était dans le fait réel. Et je me suis donné. Donc il n'y avait pas de répétition sur ça. C'est dans le même, toutes les séquences là, de dialogue entre les gens. Je leur disais, voilà, j'ai eu l'idée, pas au tout début, mais après je me suis dit, tiens, ce serait bien que les gens dialoguent les uns des autres. Et par exemple, je trouvais un coin avec le chef-op, je dis, tiens, ce coin-là il est bien, ramenons 2 personnes. Et puis je voyais qui pouvait communiquer bien avec qui d'autre, et lui il s'entendait bien avec Souelia, et je dis, voilà, vous allez discuter ensemble. Et après, pendant 30 minutes, je disais, voilà, vous parlez de tout, de rien, parlez d'amant, parlez des autres gens, des autres danseurs, etc. Et du coup, ils improvisaient des dialogues en connaissant l'histoire du film. Et je ne leur donnais pas de texte, mais après, effectivement, sur ces 30 minutes ou 25 minutes, je récupérais les 30 meilleures secondes ou les 2 meilleures minutes. Et voilà, et du coup, effectivement, c'est pour cela aussi que les gens sont aussi touchants ou aussi vrais. Il y a des gens qui voulaient raconter des trucs drôles, comme les 2 mecs qui obsédés sexuels. Mais du coup, effectivement, entre 2, ils étaient super potes. Donc peut-être que dans la vie, ils parlent comme ça entre eux. Mais du coup, vous savez, vraiment, le seul truc que je leur dis, vous voulez parler de cul, ok, mais elles sont là, parlez avec un langage vraiment cru. Alors, on sait le faire, etc. Ils sont partis pendant 30 minutes et moi, je me bidonnais derrière la caméra. Il y avait juste moi eux 2. Et il y a des moments où je riais tellement fort qu'il était obligé d'arrêter. Et je me dis, de toute façon, je ne peux pas l'utiliser parce que il y a mon rire par-dessus, vraiment de doubler. Et voilà, et selon les gens, ils avaient des dialogues différents, mais voilà, je leur ai pas dit quoi dire non plus pendant les interviews, sauf à l'allemande, à qui j'ai dit effectivement de dire qu'elle voulait pas finir comme son colocataire à Berlin, qui se mettait de l'acide dans les yeux. Comme dans la vie, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais où tu vas aller. Je savais où je voulais aller, mais je savais pas quel était le chemin, ni avec qui, ni quoi. Mais ouais, mais par contre, il y avait une structure. Il y avait ce qui est important pour lancer un film, que ce soit celui-ci, que ce soit Love ou Irréversible. Love, il y avait un scénario de 5 pages. Irréversible, il y avait 3 pages. C'est juste que tu as une vraie suite de séquences et d'événements que tu enrichis au fur et à mesure que tu les tournes. Mais quand quelqu'un raconte dans un article sur un film, quand il te raconte le film en une page, l'histoire elle est là. Donc l'histoire je l'avais, mais je ne savais pas effectivement que le détail des rebondissements. Et pour cela, je voulais d'abord avoir décidé qui étaient tous les danseurs qu'on allait voir dans le film, voir qui s'entendrait bien avec qui, quels étaient les groupes. Et à partir de ça, ça s'est créé de manière collective. C'est peut-être mon film de loin le plus collectif que j'ai jamais fait, quoi. Et effectivement, initialement, je pensais que la chorégraphe allait tromper son soi-disant mec, Chaudard, avec son meilleur pote ou ses 2 meilleurs potes. Et puis j'ai dit à Sophia, écoute, après effectivement, à un moment tu le rejettes parce que tu te rends compte qu'il te trompe avec les autres filles et ça, et tu vas aller avec l'autre mec qui dit non, non, je préfère une fille.
J'ai dit, ah bon, ok. Et du coup, j'étais voir Ivana, j'ai dit, est-ce que tu veux finir le film avec Sofia? Elle dit, ouais, vas-y, je finis avec Sofia. Du coup, ça se finit comme ça. C'était pas du tout intentionnel, mais il y avait plein de trucs comme ça où je sais pas, je demandais aussi à Riley qui joue le puceau, je ne pense pas qu'il soit puceau du tout, mais il dit, toi, qu'est-ce que tu as? Ah, j'aimerais bien embrasser le personnage de David. Je veux voir David, il dit, ça te va? Non, vas-y, pas de problème. Et du coup, le film s'est fait un peu comme ça pendant au jour le jour, de manière chronologique. Et le premier plan qu'on a tourné, c'était la chorégraphie. Et d'ailleurs, c'est hallucinant qu'avec juste 2 jours de prépa de chorégraphie, on ait réussi à faire une danse aussi bien. Et le tout dernier jour, le dernier plan qu'on a fait à 10h du matin, c'est la fille qui met la goutte dans l'œil. Et la neige, c'est un pur hasard. Au départ, il y avait une intempérie. On pensait qu'il y avait un orage dehors, on entendrait l'orage. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de février, il a neigé pendant 2 jours. Je ne sais pas si ici, mais à Paris, il a neigé pendant 2 jours. Et tout d'un coup, on avait de la neige devant l'école où on tournait à Vitry, dans la banlieue sud de Paris. Je me suis dit, tiens, il y a de la neige, autant en profiter. Et du coup, pendant que les autres dînaient, je vois mon directeur de prod, je dis, est-ce qu'on peut pas avoir un drone, etc. Parce que peut-être pour les pilotes, peut-être ça ne serait pas. Essayons de faire un plan où la fille qui se la sert, elle s'écroule par terre. Et du coup, il a appelé quelqu'un, une demi-heure après, on avait un mec avec un drone, et je dis, tiens, Sophia, tu peux arrêter de manger, tu voudrais pas faire un plan où tu es dehors et tu tombes dans la neige? Il m'a dit, c'est une blague. Je dis, non, c'est pas une blague. Et finalement, on l'a fait. On l'a tourné 2 fois parce que la deuxième fois, elle a failli finir comme un Findus. Finalement, la prise est légale, on a mis au début du film. Après, effectivement, quand on a tourné l'ouverture de la porte, on ne pouvait plus faire un orage, il fallait qu'il y ait de la fausse neige, et du coup, après, on a fait le plan avec la fausse neige. On a tous besoin de rêver la nuit pour préparer sa journée du lendemain ou pour digérer les choses de la veille. Dans les rêves, on voit ses désirs les plus profonds, on voit ses peurs les plus profondes, et il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de censure dans les rêves. Tu peux coucher avec n'importe qui, avec ton grand-père, avec toi-même. Tu peux rêver de n'importe quoi, ou tu peux faire un cauchemar sur n'importe quoi. Tu peux avoir juste un chat qui est en train de boire du lait dans une soucoupe, et le chat est monstrueux, et tu te réveilles en sueur, et tu dis, ce chat, il était terrifiant. Mais chacun projette par un besoin de survie ses peurs et ses désirs. Quand tu vas voir les films des autres, ça te parle des peurs et des désirs des autres, et finalement ça te relie à l'existence, parce que tu dis, ouais, je suis pas seul, on a les mêmes peurs, on a les mêmes désirs, et c'est comme un rêve conditionné collectif, ou tu vois, une transe chamanique collective. Après, il y a très peu de réalisateurs, ou très peu de musiciens ou d'artistes qui arrivent vraiment à te mettre dans un état de transe. Moi, quand je vois 2001, je suis transporté, je l'ai vu 60 fois de 2001 de Kubrick. Et pour moi, effectivement, je préfère revoir 2001 que prendre un acide où tu sais pas si tu vas filer en commissariat ou un hôpital psychiatrique ou je sais pas, ou perdu dans la rue sans tes papiers à l'étranger. Donc, aller au cinéma voir des films violents, tu sais que c'est du rituel, tu sais que tu sors sain et sauf, tu vas voir Irréversible, tu sais qu'aucune fille n'a été blessée ni violentée, que c'est qu'un truc de magie, comme les femmes découpées par un magicien sur scène ou un lapin qui sort d'un chapeau. Et du coup, ça te permet de réfléchir à des choses sans risquer quoi que ce soit. Ou ça te permet aussi de voir ton désir sur l'écran si tu vas voir un film érotique sans te sentir coupable d'avoir trompé ta femme. Quand on veut filmer faire un film à partir d'un fait réel, soit vous faites les trucs au pied de la lettre, avec les comptes rendus policiers, les choses qui sont prouvées ou que les gens racontent. Mais c'est presque plus facile de faire un documentaire que de faire un film de fiction. J'ai déjà essayé de faire 2 fois des scénarios à partir d'histoires vraies. Et chaque fois, c'est des embrouilles, parce que vous dites, ah ouais, si on veut garder les noms, si on veut garder le lieu, etc., vous rentrez dans des zones où des gens peuvent porter plainte, etc. Du coup, il vaut mieux s'inspirer d'une situation criminelle, artistique ou biographique quelconque, et en faire un truc à sa sauce. Et là, par exemple, effectivement, il y a plein de libertés qui ont été prises. Voilà, du coup, on est libre de faire et d'improviser des choses en partant d'une anecdote réelle.
C'est peut-être pour ça que j'ai pas été voir le psychiatre ni le psychologue de toute ma vie. Effectivement, je pense qu'il y a un peu de la paternité refoulée ou des choses comme ça. Et après, je crois que c'est bien quand on veut faire des œuvres narratives de pas trop aller voir le psy. C'est vrai que j'étais en train de réfléchir à la question d'avant. Je pense aussi que peut-être parce que j'ai beaucoup de respect pour la vie et j'ai peut-être, je sais pas, aux États-Unis ils sont tous, est-ce que tu es pro-life ou pro-choice, est-ce que tu es pour ou contre l'avortement. Je pense que dans les films, quand on met ses peurs ultimes, pour moi effectivement taper sur un gay c'est super violent, un mec qui tape sur un enfant c'est très violent, mais quelqu'un qui tape sur une femme enceinte ça me paraît encore plus violent. Et du coup quand vous faites des films, vous les faites aussi comme des roller coasters où vous voulez créer des émotions fortes. Et peut-être que cette idée que j'ai eue pour le premier film, je me dis que ça marche parce qu'effectivement ça impressionne les gens. Mais si j'avais fait mon premier film avec un mec qui martyrise une vieille dame qui a l'Alzheimer, et que je voyais la tête des gens à la sortie du film, peut-être que dans le deuxième, j'aurais mis un petit vieux qui a l'Alzheimer et qui se fait martyriser par quelqu'un d'autre. Parce que peut-être des fois, on recycle ces mêmes idées, et le film-là, on ne me l'a pas reproché, mais moi, je me le reproche, c'est un peu le worst of moi-même, quoi. Vous savez, les disques qui a marqué best of, les Bee Gees, ils font 4 disques, le 5e, c'est juste un ramassis de leur succès. Et peut-être j'ai pris le pire que j'ai fait, et j'en ai mis tous les éléments en 3 semaines, et voilà, ça ressemble pas mal à mes films précédents, mais un peu plus concentré. Tous les gens dans la vie sont des comédiens, tout le monde ment, tout le monde a plusieurs visages, tant que des gens qui ne mentent pas et qu'on peut prendre au pied de la lettre, ça se compte, je sais pas, vous en rencontrez 5-6 dans votre vie, parce que les gens ils ont plusieurs visages. Et un truc c'est au théâtre, les gens ils doivent apprendre un texte, ils doivent monter sur scène, débiter un texte pendant 10 minutes, 15 minutes, 1h30, 3 heures, et c'est un vrai métier que de pouvoir mémoriser tout ce texte et de pleurer sur scène ou hurler, etc. Ça demande une certaine nature. Après, quand vous faites du cinéma et que vous filmez en gros plan et que vous mettez des micro-cravates, même les gens qui parlent très bas, et moi, en général je parle très bas, même moi effectivement on m'enregistre avec un micro-cravate et puis après tout le monde comprend ce que je raconte. Je trouve que souvent les gens qui n'ont pas l'habitude d'être filmés ou d'apprendre du texte, ils sont très naturels, et il y a plein de réalisateurs qui aiment travailler autant avec des comédiens qu'avec des non-comédiens, et c'est un peu mon cas. Je trouve que les gens sont charismatiques ou ne le sont pas. Et par exemple, pour le rôle de Sofia et pour le rôle de Suelia, je me suis dit, voilà, des gens qui hurlent comme ça à volonté, qui font 8 fois les prises, c'est mieux pour ces personnages-là qu'ils aient l'habitude de jouer. Néanmoins, c'est un film de danse, et je ne me suis pas du tout posé la question sur les autres personnages, et c'est un peu en fonction de l'aisance des uns et des autres qu'il y en a qui ont pris un peu plus le devant, parce que je ne suis pas senti à aucun moment qu'il y en a qui voulaient envahir la caméra. Vous faites un film avec des comédiens et vous voyez toujours les comédiens qui essayent de se mettre entre la caméra et l'autre pour masquer l'autre. Avec des danseurs, j'étais très communautaire, et voilà, ils faisaient les choses au mieux, ils s'amusaient, et c'est un vrai plaisir de travailler comme ça de manière collective avec des gens. Et celui qui est drôle, quand il y a une caméra qui s'allume, il aura tendance à être encore plus drôle que d'habitude. Et voilà, et celui qui danse bizarrement, quand il y a la caméra qui s'allume, il danse encore plus bizarrement que d'habitude. Et voilà, vous prenez des gens pour le charisme qu'ils ont. Et c'est Alain Cavalier, qui est un ami, qui m'a dit, oui, pour réussir un film, il faut vraiment aimer la personne, il faut aimer les gens qu'on filme, il faut être fasciné, hypnotisé par les gens qu'on filme. Et effectivement, que ce soit Strauss, que ce soit Moulin qui joue Dom, que ce soit Kiddy, que ce soit Léa ou tous les autres, c'est des gens que j'avais vraiment envie de filmer, parce que dès qu'ils se mettaient en marche et dès qu'ils s'exprimaient corporellement, je les trouvais fascinants. Je n'avais pas envie d'écrire un truc avec des dialogues écrits par moi, que vous donnez à des comédiens de théâtre ou de cinéma qui débutent un truc avec un scénario prédécoupé, etc. Parce que dans ce cas-là, vous avez l'impression d'aller à l'usine, pas de vous amuser à faire un bon film. Après, il y a des gens qui écrivent très bien des textes. Jean Eustache, que j'admire, il avait écrit, il a pas mis près tous les dialogues de La maman et la putain, le film est magnifique. Mais c'était sa technique et j'y arrivais très bien.
Là, la structure elle est très simple. Si j'avais pas eu l'idée de filmer le plan de neige, le jour où il y a de la neige, le film il est en deux parties. Et je savais que je voulais faire une énorme ellipse au milieu, et du coup, dès le départ, je me suis dit, tiens, il y a la fin de la répétition, le début de la fête, la rupture, et la deuxième partie. J'avais pas vraiment décidé de l'épilogue, à quoi ça ressemblerait, mais une des premières idées qui m'est venue, je dis, voilà, si tu veux vraiment fragmenter le film en deux, mettre le générique au milieu. Et l'épilogue du film qu'on voit au tout début, c'est une idée qui a surgi en court tournage. On a beaucoup parlé du drapeau français. C'était une idée de dernière seconde. On hésitait entre un fond bleu, un fond rouge et un fond gris. Il y avait le bleu, le rouge et le gris. Et tout d'un coup, on était là, on dit voilà, on prend lequel quoi. Et j'ai dit attends, on met le gris au milieu. On l'a déplacé, tout d'un coup on a le drapeau français. J'ai dit putain, ça jette, c'est le drapeau français. Allez, on tourne, et puis on a tourné comme ça. Mais je suis super heureux de cette idée de dernière seconde. C'était pas prévu. Est-ce que tu as eu peur dans le film? Dans le film? Ouais, est-ce que tu as eu peur? Bon, au début, j'étais un peu stressé, mais ça va. Mais stressé de quoi? Bon, de me voir encore. Ouais. De me voir sur un écran, non. C'est pas... Il faut dire que quand il se retourne le bras dans tous les sens, ça craque jamais. Je sais pas comment il fait, mais il n'y a pas de bruit. Et du coup, à la fin, quand il se rapproche de David ou des autres, on a rajouté des sons de craquement. Et il dit ah, c'est la pire partie du film, c'est le craquement. Ces os, ils ne craquent jamais. Je sais pas comment il fait. On s'est dit avec Benoît, c'est moi qui avais fait la caméra dans Irréversible, sauf deux plans au Steadicam. Dans Enter the Void, c'était moi qui faisais les plans, sauf quand on suivait le personnage qui était plus grand. Dans ces cas-là, c'était Benoît qui était plus grand que moi qui prenait la caméra. Love, c'était des plans fixes, on choisissait les quatre ensemble. Mais là, dès le départ, je lui ai dit fais la lumière et ça ne te gêne pas que je fasse la caméra tout le temps parce que j'ai envie d'être à côté des danseurs. Il me dit oh, vas-y, fais la caméra. C'est moi qui fais la caméra du début à la fin. Sauf un jour où j'ai eu la fin du film sur la séquence rouge, j'avais une crampe au bras, etc. Bon, je lui ai passé, du coup, là, il a un peu pris la caméra, mais on s'entend très bien, il n'y a pas d'orgueil par rapport à ça, mais je pense que c'était mieux pour le film et pour les danseurs ou acteurs qui étaient devant la caméra que je sois juste à côté d'eux. Bon, on vous remercie d'être venus aussi nombreux, on remercie Gaspard Noé d'être venu.